Il avait connu Roosevelt, Staline, Churchill, De Gaulle, Tito est à Paris. Raymond Barre, pour le budget 78, les prix n'augmenteront pas de plus de 6%. Le Conseil des ministres confirme pas de déplafonnement de la sécurité sociale des cadres en 78. Étrange cure d'amaigrissement près de Reims, 3 morts. Israël, oui à Genève, non à l'OLP, après l'accord Carter-Dayan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 21 coups de canon, 4 Mirage F1 pour escorter l'avion yougoslave depuis la frontière. Le président de la République, tous les ministres, ou presque, le maréchal Tito a eu vraiment droit aux plus grands égards à son arrivée cet après-midi à Paris. Voilà plus de 20 ans que Josip Broz Tito ne s'était rendu en France pour une visite officielle. Valéry Giscard d'Estaing avait été de son côté à Belgrade il y a à peine un an et avait semblé très impressionné par les jugements de ce grand d'histoire, ce qui explique peut-être que les deux hommes se soient revus si vite. À 85 ans, le maréchal Tito semble se porter comme un charme. C'est la première impression que l'on ressent en regardant le chef de l'État yougoslave passer en revue les troupes venues le saluer à son arrivée en France. Le dernier des grands chefs d'État historiques de la dernière guerre mondiale, encore en vie, continue par la France sa grande tournée commencée à Moscou, puis à Pékin avant Lisbonne et Washington. Inventeur du non-alignement, de la neutralité entre les deux blocs, Tito ne peut trouver en France qu'un accueil chaleureux tant les thèses des deux pays sur les grands problèmes mondiaux sont souvent parallèles. Rien n'est plus indispensable que de réunir les efforts de tous ceux qui sont prêts à agir en faveur des deux causes qui dominent la nécessité de notre temps, la détente et la coopération entre les nations. Répondant presque en écho au président français, le maréchal Tito dira « Nos deux peuples sont avant tout jaloux de leur indépendance et nos deux pays ont des vues pratiquement semblables sur les grands problèmes internationaux. » Après l'accueil premier des 3 tête-à-tête prévus, durant lesquels le maréchal Tito exposera à M. Giscard d'Estaing les problèmes actuels de son pays. Problèmes économiques, la France est le 3e fournisseur occidental de la Yougoslavie, mais nos achats sont de loin inférieurs à nos ventes. Et puis bien sûr, problème politique, le maréchal pense à l'avenir, lui disparu, qu'adviendra-t-il de la neutralité yougoslave qui ne manquera pas d'être attaquée du dehors, mais aussi de l'intérieur. Cet État fédéral ne comprend pas moins de 6 républiques aussi différentes les unes que les autres. Le personnage légendaire disparu, que se passera-t-il? C'est ce que Tito essaie lui-même de prévoir et d'expliquer au cours de cette grande tournée. Le budget suite, c'est donc à la tribune de l'Assemblée que Raymond Barre cet après-midi est venu défendre son projet pour 78. L'essentiel des chiffres, nous les connaissons dès hier et nous les avons commentés. Mais aujourd'hui, le Premier ministre a affiné sa conception de la politique des salaires. Idée force, le maintien toujours assez strict du pouvoir d'achat. Écoutez-le. La possibilité d'une progression du pouvoir d'achat sera examinée avant la fin de l'année 1978, compte tenu de l'évolution de la situation économique d'ensemble et notamment de l'évolution des prix. Le gouvernement recommande à cet égard que cette progression éventuelle de pouvoir d'achat concerne les seules rémunérations dont le montant mensuel ne dépasse pas 18 000 francs. Au-delà de ce montant, les rémunérations ne devraient pas progresser du début à la fin de l'année plus vite que les prix à la consommation. Enfin, dans les cas relativement peu nombreux, mais plus nombreux qu'on ne pense, où les rémunérations mensuelles dépassent 30 000 francs, celles-ci devraient rester stables en valeur nominale. Comme en 1977, un effort particulier d'accroissement du pouvoir d'achat sera effectué en faveur des travailleurs au SMIC, des familles, des personnes âgées et des travailleurs manuels. En fait, avec Claude, le Premier ministre a annoncé une politique finalement assez semblable à celle qu'il menait cette année, même tout à fait semblable. C'est tout à fait la même politique, effectivement. C'est frappant en matière de rémunération, puisque vous l'avez vu, pour le Premier ministre, l'idée est toujours de régler la hausse des salaires sur la hausse des prix. Globalement, le maintien du pouvoir d'achat, mais pas plus.
Et ce qui est encore plus frappant, c'est quand on voit le nouvel objectif du Premier ministre en matière de prix. Vous savez que cette année, en 1977, l'objectif était de limiter la hausse des prix à 6,5%. Eh bien, pour 1978, l'objectif sera encore abaissé. Il faut limiter la hausse des prix à 6%. L'effort pour lutter contre l'inflation est donc plus affirmé que jamais. Et d'ailleurs, les contrôles pour les entreprises, pour les commerçants, tous ces dispositifs seront maintenus. Alors, pas uniquement le maintien de cette politique dans le domaine des prix, mais dans tous les autres domaines. Oui, un exemple, les économies d'énergie. Vous savez que cette année, il y avait un plafond pour les achats de produits pétroliers et de produits énergétiques à l'étranger. Il était de 55 milliards de francs. Eh bien, l'année prochaine, il sera à peine augmenté, 58 milliards de francs. Et puis, enfin, à propos de l'énergie, M. Barre a précisé que la politique nucléaire de la France serait poursuivie. Je crois que c'est important à retenir. Voilà donc pour l'ensemble des nouvelles dispositions que nous avons apprises aujourd'hui, un ensemble à l'issue duquel le Premier ministre a essayé de dégager, disons, la philosophie générale de son budget. La France aura cette année, en dépit de toutes ces difficultés, un taux de croissance qui ne se compare pas de façon défavorable à celui de beaucoup d'autres pays, et notamment de notre puissant voisin, l'Allemagne fédérale. Notre pays a pu retrouver une certaine marge de manœuvre, mais les perspectives internationales, aussi bien que les problèmes économiques intérieurs, continuent et continueront à nous imposer le respect de certaines disciplines et la poursuite de l'effort. C'est dans cet esprit que le gouvernement a fixé les orientations de la politique économique et sociale pour 1978. Il n'a pas limité son horizon aux seuls premiers mois de 1978 qui nous séparent des échéances électorales. Pourquoi ? Parce qu'il est le gouvernement. Il est clair, en effet, qu'aucun gouvernement, sauf s'il est prêt à l'aventure, ne pourrait ignorer, au cours de l'année prochaine, les limites que les exigences et les contraintes de la situation nationale et internationale fixent au désir, parfois exprimé, de nouveauté ou d'originalité. Alors voilà des propos qui ne sont plus directement économiques et j'imagine, Daniel Brem, que ce discours a dû être commenté dans les couloirs du Palais Bourbon. Alors comment est-ce qu'il a été reçu par les députés ? Eh bien, d'abord un bon point décerné par M. Flournoy. Le premier a perdu son ton professoral de l'an dernier. M. Salé trouve, lui, que M. Barre est une sorte de Churchill de l'économie. Sa politique est sérieuse et faite de rigueur. Pour les giscardiens, comme M. Hamel ou M. Chineau, il est bon de répéter toujours la même chose afin de faire entendre la vérité aux Français, à savoir que seule une monnaie saine et un commerce extérieur en bonne santé peuvent rétablir l'emploi. Enfin, pour M. Delal, RPR, ce qui l'a surtout frappé, et il n'a pas été le seul, c'est que M. Barre a dit un certain nombre de choses et s'est montré assuré d'être encore là en juillet 78. Alors ça, c'est pour la majorité du côté de l'opposition maintenant. Eh bien, M. Ballanger, communiste, trouve, je cite, que M. Barre a un culot phénoménal car il prône l'austérité face à une situation dramatique pour les travailleurs. M. Jean-Pierre Cotte et Bouloche, pour les socialistes, trouvent la bonne conscience du Premier ministre consternante, mais tandis que plusieurs socialistes ont noté, je l'ai noté aussi, que le Premier ministre, et ils avaient l'air assez satisfaits, n'avait pas attaqué l'opposition. M. de Préaumont, RPR, lui, tout en considérant que M. Barre s'était comporté comme un bon ministre des Finances, regrettait, lui, que justement M. Barre n'ait pas mis son discours dans un cadre plus politique. Vous voyez, il est difficile de faire plaisir à tout le monde. La suite du débat dans les jours à venir. Pour en revenir au prix maintenant, le gouvernement n'a pas attendu 78 pour s'en prendre à quelques hausses abusives, essentiellement du côté de l'alimentation. Le comité des prix s'est réuni cet après-midi pour entériner des mesures que Jean-Claude Alalic a décidé de nous présenter à l'aide d'un panier de la ménagère assez modernisé. Trop de prix ont dérapé. Alors, une nouvelle fois, le comité national des prix s'est fâché. Premier accusé, c'est un vieil habitué, le café. Nous vous l'avons déjà dit, dès lundi, il devrait baisser de 10%. Autre spécialiste du dérapage des prix, les légumes, et notamment aujourd'hui, les carottes et les oignons qui sont anormalement chers pour la saison. Le comité national des prix a donc décidé de bloquer les marges relatives des commerçants en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,5. C'est un peu compliqué, mais cela veut dire que le commerçant qui achètera ses carottes au hall 2 francs devra les vendre 2 francs multipliés par 1,5, c'est-à-dire au maximum 3 francs le kilo.
Et puis, le comité des prix s'est aussi préoccupé du vin, mais du vin vendu chez les restaurateurs. Il a considéré que les marges pratiquées par les restaurateurs étaient anormalement élevées, supérieures à 3%. Il les a donc réduites d'un demi-point. Et puis enfin, mais ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les consommateurs, le Comité national des prix a autorisé les bouchers et les charcutiers à augmenter leurs marges. Mais selon la direction des prix, cela ne devrait pas se traduire par une hausse pour les consommateurs, car parallèlement, les cours du bœuf et du porc sont en baisse à la production, théoriquement. Mais les consommateurs savent par expérience que la théorie et la logique sont rarement de leur côté. Et puis, dernière décision du comité des prix, le fioul domestique augmentera de 2,7 centimes par litre à partir de dimanche. Troisième train de décision, elles nous viennent cette fois du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Elles concernent les cadres. Les cadres, toujours inquiets dès lors que des hauts fonctionnaires se mettent à jeter les grandes lignes d'un budget quelconque. Mais des cadres qui ce soir, Laurence Graffin, je crois, ont toute raison en tout cas d'être satisfaits. Il faut dire qu'on leur a donné presque tout ce qu'ils demandaient. Oui, alors il y a toute une série de mesures dont je ne donnerai que quelques-unes. La première, disons qu'elle est financière, touche le plafond des cotisations de sécurité sociale. C'est ce qui vous intéresse surtout. Alors ce plafond, c'est la limite du salaire qui est prise en compte pour les cotisations de sécurité sociale. Actuellement, il est de 3 610 francs. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 3 620 ou 4 000 ou 5 000 francs, c'est-à-dire généralement un cadre, ne paie de cotisation du régime général que dans la limite de 3 610 francs. Et tous les ans, le plafond est modifié en tenant compte de l'évolution des salaires. Et c'est le mode de calcul de cette évolution qui va être changé à la fin de cette année. Et ça permettra sans doute une augmentation moins rapide du plafond. En général, il est calculé sur l'évolution des salaires des ouvriers. Et donc voilà, les on cadres tiendra se plaignent, compte plus largement du salaire des cadres. Et puis alors, la deuxième mesure, c'est que le gouvernement s'est engagé à ne pas déplafonner, c'est-à-dire à maintenir le plafond en 1978. D'accord. Alors, troisième type de mesures, maintenant des mesures de participation. Alors oui, des mesures pour associer les cadres plus particulièrement à la gestion de l'entreprise. Alors il y a d'abord un projet de loi qui créerait des structures de concertation pour les cadres dans les entreprises. Et puis un deuxième projet beaucoup plus imprécis qui permettrait aux cadres d'acquérir des actions dans l'entreprise ou qui leur permettrait éventuellement d'être représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Alors c'est M. Delouvrier qui a été chargé d'étudier ce projet. Donc pour leur permettre de participer davantage à la vie de l'entreprise. Voilà en effet de quoi soulager les cadres. Certains contestent la philosophie de ces mesures, nous le verrons tout à l'heure, mais le président de la plus grosse organisation, la CGC, ne cachait pas sa satisfaction tout à l'heure. Nous pouvons déclarer que nous sommes très satisfaits de ce changement et de l'ouverture par le gouvernement vis-à-vis des cadres dont il entend assurer la place non seulement dans l'entreprise, mais aussi la société. Est-ce que ces mesures et cette satisfaction de votre part entraîneront des prises de position préélectorales? Nous demeurons totalement indépendants de toute prise de position politique. Quand nous sommes mécontents, nous le disons. Quand nous sommes satisfaits, nous le disons aussi. Alors, M. Charpentier est satisfait, mais les autres organisations syndicales, celles qui sont liées aux grandes centrales syndicales, le sont beaucoup moins. Parce qu'elles estiment que les structures de concertation seront des structures parallèles dans l'entreprise et que l'ensemble des mesures prises aujourd'hui tendraient à dissocier, voire à opposer, les cadres et les autres salariés. Oui, ça c'est le cas donc des fédérations reliées soit à la CGT, soit à la CFDT. Essentiellement. Pour en terminer avec les affaires sociales, cette confirmation, il n'y aura pas de grève à la SNCF ce week-end. Les agents de conduite autonome annulent leur mot d'ordre après la signature d'un accord salarial pour 77. 4 fédérations ont signé. André Bergeron s'en est félicité pour Force ouvrière en faisant le compte des différents accords enregistrés dans le secteur public. La SNCF, l'EDF, les charbonnages, la RATP et puis la CETA, c'est-à-dire les tabacs et les allumettes. Du côté des fonctionnaires, en revanche, 2 semaines d'action dans le mois à venir à l'appel de 6 fédérations. La politique maintenant, quelques flashs. 2 déclarations hier soir à Grenoble. Celle de Jacques Chirac, qui poursuit son tour de France en s'en prenant à François Mitterrand. C'est le socialisme français tout entier qui l'a jeté dans la corbeille, a dit le président du RPR. Et puis celle de François Mitterrand, toujours à Grenoble, qui a critiqué le pouvoir des préfets et des énarques et qui a demandé un délai de réflexion et d'information pour Superphénix. Le gouvernement, par la bouche de René Monory, s'est déclaré surpris par cette proposition de moratoire. Cela ressemble à un faux semblant, a dit le ministre. La renaissance d'un parti politique de jeunes qui existe déjà, qui, vous le voyez, ne manque pas d'humour, sous le nom de GSL, Génération Sociale et Libérale. Eh bien, les jeunes giscardiens vont s'appeler désormais Autrement. Autrement,
c'est le nom de leur nouveau mouvement. Et cela va d'ailleurs poser quelques problèmes, puisque une revue qui n'a aucun rapport avec les jeunes giscardiens s'appelait déjà comme ça. Alors la justice va trancher. Particularité de ce nouveau mouvement, pas de président, une direction collégiale de 9 membres, que vous avez vu, et une action qui se veut dépolitisée. Enfin, la mort ce matin d'un membre du Conseil constitutionnel, Henri Ray, ancien ministre, toute sa vie fidèle au gaullisme. L'étranger maintenant, avec tout d'abord le Proche-Orient, 5 heures de négociations, pas moins, pour que le cabinet israélien accepte à l'unanimité le document signé à Washington entre le président Carter et le général Moshe Dayan. En principe, Israël se rendra à Genève à condition que l'OLP n'y soit pas représenté. La réaction des Palestiniens ne s'est pas fait attendre. Un de ses responsables a affirmé à New York « Il ne peut y avoir de paix sans les Palestiniens et pas de Palestiniens sans l'OLP ». Cependant, au-delà de ces positions très dures, il semble que chacun des camps désire s'asseoir à la table de la conférence de Genève. Je vous rappelle que ce soir à 20h30, notre magazine Question de temps consacrera une émission exceptionnelle à ce sujet avec de très beaux reportages à l'appui, vous le verrez. 4 ans après la fin de la guerre d'octobre, ce soir donc, 20h30. Un peu plus bas sur la carte du monde, le Nord-Yémen. Le Nord-Yémen, habitué à une longue tradition de violence. Et hier, c'est le chef de l'État et son beau-frère qui ont été assassinés. Voilà donc à nouveau toute cette région du monde en face de Djibouti déstabilisée. Gérard Sebag va vous expliquer pourquoi, lui qui avait rencontré cet été le président nord-yéménite dans son palais, à l'endroit même où on l'a tué hier. Le président Hamdi s'entourait pourtant de mesures de sécurité importantes. C'est dans son village natal, perché sur un piton rocheux, à quelques kilomètres de la capitale, qu'il nous avait expliqué sa politique de non-alignement. Dans le domaine de la politique extérieure, notre position est très claire. Nous voulons garder l'amitié de tous nos amis et coopérer avec tous nos frères arabes. Mais nous donnons la première place à l'Arabie saoudite qui continue à aider le peuple et le gouvernement yéménite. Mais est-ce que le président pense que cette région peut devenir un point chaud du monde dans les prochaines années? Nous espérons que non. Face à Djibouti, avec une large façade maritime dans le Bab el-Mandeb, la sortie de la mer Rouge vers l'océan Indien, le Yémen occupe une position stratégique capitale. Le régime modéré et pro-occidental du président Hamdi était l'une des cartes de la France dans cette région. Après son voyage à Paris, des liens d'amitié et de coopération étroits s'étaient noués entre le Yémen et la France. Disparu, personne ne sait encore quelle sera la politique suivie par ses successeurs. Resteront-ils pro-occidentaux ou seront-ils tentés par le régime voisin, le Yémen d'Aden, lui, profondément pro-soviétique? Klaus Croissant restera en prison. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée aujourd'hui. Mais cela ne préjuge pas de la décision des autorités françaises quant à une extradition ou non en Allemagne. C'est une bien étrange affaire qu'ont découverte aujourd'hui nos reporters. Cela se passe dans un tout petit village de l'Aube, dans un petit village qui s'appelle Rigny-la-Nonneuse. Les policiers, sur plainte déposée au parquet de Troyes, ont perquisitionné ce matin dans un petit hôtel de la localité. Un hôtel où l'on pratique l'hygiénisme. Et je dois avouer qu'avant que Philippe Gassot ne m'en parle, je ne savais pas ce que c'était. En gros, c'est une cure d'amaigrissement volontaire, mais dans de bien curieuses conditions. Il y a 4 ans, on s'était déjà ému dans le village. Un pensionnaire de l'hôtel était mort. Plus tard, un autre client, passé par l'établissement lui aussi, mourait bizarrement en Angleterre. Et tout récemment, un 3e décédé en Suisse. Il ne pesait plus que 29 kilos. Alors c'en était trop, et le parquet ouvrait une information. Depuis 1974, donc, 3 personnes sont mortes après avoir suivi une cure dans l'étrange hôtel de Rigny. Une plainte a été déposée la semaine dernière. C'est ce qui a décidé les policiers à investir la maison ce matin. Le médecin et le directeur ont été déférés au parquet de Troyes et ça n'est pas une surprise. Je crois que là-dedans, ça doit être un genre de secte. Ceux qui viennent, je ne les critique pas, mais ils savent bien à quoi ils s'exposent. Hein, faut dire le mot. Et puis alors là-dedans, moi, quand il y en a qui me demandent quelque chose, je leur dis, moi, hein, vous avez fait votre testament avant de venir. Qu'est-ce qu'on dit cela dans le village? Bon, ici, ils sont tous dedans, à mon avis, là-dessus. C'est un drôle de zigomeur. Hein.
Madame, qu'est-ce que vous pensez des malades qui viennent là? Vous en avez vu quelques-uns? Ce sont des fanatiques, monsieur. Exactement. Hein? Exactement. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Il paraît qu'ils mangeaient quand même parfois des choses étranges. Ben oui, des betteraves, de la betterave blanche. C'est certainement de la betterave à sucre. D'autres ont dit qu'ils mangeaient des feuilles de betterave. Pourtant, les clients semblent satisfaits. Et oui, c'est comme ça. Si on veut avoir la peau de quelqu'un, on met tout le paquet. On invente toutes sortes de choses. On trouve toujours des moyens de dire que quelqu'un est un escroc ou qu'il a assassiné, n'est-ce pas? Parce que nous, ici, nous faisons une cure de jeûne. Une ou deux fois, il est arrivé un accident que quelqu'un soit mort. Après avoir terminé la cure. Mais mourir, tout le monde meurt. Il paraîtrait que des clients sont morts des suites de la cure. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Oui, on m'a dit qu'il y en avait un qui est mort l'autre jour à Machin, à Troyes. Vous vous sentez pas responsable? Sûrement pas. Vous l'aviez examiné? Oui, et je l'ai vu quand il est entré. Et c'était un Suisse qui venait de Genève et qui était pas en mauvais état. Vous êtes satisfait des traitements qui vous ont été imposés ici? Ou que vous avez accepté volontiers? Oui, pas complètement satisfait parce qu'il manque de surveillance. Le directeur répond lui aussi aux accusations. Monsieur, vous êtes suspecté d'avoir indirectement provoqué la mort de plusieurs personnes. Qu'avez-vous à répondre à cela? Le médecin les a vus à l'arrivée, il les a vus à la sortie, il tient des fiches médicales pour chacun et il les laisse partir quand ils sont en état de partir. Ils sont tous partis. Le jeune homme qui est parti, le premier, il est parti en Angleterre par ses propres moyens, voiture, train. Il est mort pesant 29 kilos quand même. C'est pas beaucoup. Je ne sais pas dans quelles conditions elle est morte, je viens de l'apprendre. Je ne le savais pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu responsable de ce qui est arrivé à vos clients? Absolument pas. Il est parti en bon état. À Rigny, donc, deux parties sont en présence, la direction et les pensionnaires, les clients qui paient cher et qui sont contents de le faire, des curistes qui acceptent de consommer des feuilles de betterave à vache ou des fans de radis qui rapportent gros aux propriétaires, et peut-être même des ennuis bientôt. On n'a pas fini d'en parler. Oui, une affaire dont nous aurons effectivement à reparler. Un hold-up meurtrier ce matin à Grenoble. Un mort, un blessé grave chez les gangsters et un inspecteur blessé également ce matin. 4 hommes armés et masqués pénètrent dans une banque. Un passant alerte la police sur les lieux. Quelques minutes plus tard, les malfaiteurs ouvrent alors le feu et blessent un inspecteur. Riposte, 2 gangsters s'écroulent. Les 2 autres s'enfuient. Ils seront rattrapés sur les toits d'un immeuble voisin 1 heure plus tard. 4 Airbus de plus pour la Lufthansa qui transforme en commande ferme 4 des 6 options qu'elle détenait sur l'appareil et qui prend 7 options supplémentaires. Avec nous, Martine-Alain Regnault, et toujours dans nos conversations, le cancer, avec la semaine du cancer qui démarre. Oui, cette fois-ci, on va faire un appel à la population française dans son ensemble. Vous dites semaine, je dirais trimestre, parce que tout au long de ces mois qui viennent, on va demander aux Français de participer à des manifestations sportives, de théâtre, etc. Et aussi carrément une contribution. Ils vont recevoir tous, 18 millions de familles françaises vont recevoir cette carte, leur demandant de contribuer pour une somme de 15 francs minimum à la lutte contre le cancer, et leur demander s'ils veulent recevoir chez eux un dossier d'information sur le cancer, comme celui-ci, qui leur expliquera un certain nombre de choses. Alors, on espère obtenir ainsi 30 millions. 30 millions pour aider la recherche, car il y a de grands progrès faits, des raisons d'espérer, car on l'a dit la semaine dernière, un certain nombre de cancers peuvent être guéris et d'autres prévenus si on en prend les moyens. Mais il y a aussi beaucoup de raisons de chercher et pour ça il faut de l'argent. Oui, alors 30 millions c'est beaucoup, mais parfois on se demande un petit peu ce que ça va devenir. Il y a eu quelques affaires récentes qui ont fait poser quelques questions. Oui. Qu'est-ce que ça va devenir? Oui, alors ce matin au ministère de la Santé, il y avait une conférence de presse et la question a été posée car certains ont été déçus. Alors on leur a bien précisé que premièrement tout est bénévole, plus personne n'est payé dans cette campagne. Il n'y a pratiquement pas d'agence de relations publiques et celles qui donnent un coup de main le font bénévolement, il faut que ce soit clair.
La Cour des comptes envoie quelqu'un qui supervise la totalité de l'opération. L'argent sera donné avant tout à des bourses de chercheurs et le reste sera réparti équitablement entre l'Association pour le cancer du juif, les centres anticancéreux et la Ligue contre le cancer. Et je crois qu'il faut signaler qu'Antenne 2, à sa manière, va participer à cette opération. Oui, 12 cancérologues des plus grands étaient là ce matin pour soutenir cette campagne. 6 d'entre eux viendront la semaine prochaine à 18h40 dans C'est la vie nous donner des informations très pratiques. Enfin, le football, pour terminer, l'Irlande et la Bulgarie ont fait match nul 0-0 cet après-midi à Dublin. Un match dont les supporters français attendaient le résultat avec impatience, car ces deux nations sont dans le même groupe que le 11 tricolore pour la qualification à la poule finale du championnat de monde. Résultat nul donc, et pour les Français, ce n'est ni bon ni mauvais. Thierry Roland nous explique pourquoi. Le 16 novembre prochain au Parc des Princes, pour le dernier match du groupe 5, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, il faudra absolument que la France triomphe de la Bulgarie, et cela par n'importe quel score. Tel est le verdict du match Air Bulgarie 0-0, disputé cet après-midi à Lansdowne Road, à Dublin. Match décevant dominé par les Irlandais, mais sans beaucoup d'occasions de but. Dans 34 jours au Parc, cela ne sera pas facile face à une équipe bulgare pour laquelle un match nul sera suffisant. Mais les tricolores le savaient déjà, et les trésors, Platini, Ray, Battenay et leurs camarades ont les moyens de gagner. Un match que vous ne verrez même pas en différé ce soir sur Antenne 2, toujours en raison de nos mêmes problèmes. Nous avons promis d'ouvrir ce dossier sur la place publique. Nous le ferons samedi dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, samedi et demi. Sur son plateau, la plupart des parties prenantes à ce dossier. Voilà le temps pour terminer. Aujourd'hui, les températures seront plutôt en hausse. Pour demain, les spécialistes prévoient un temps frais le matin avec quelques éclaircies. Des pluies isolées tomberont sur le nord et sur le nord-est. Le temps s'éclaircira au cours de la journée. Voilà, votre dernier rendez-vous avec l'actualité est à 22h55 sous la baguette de Gérard Rolls. Au revoir, à demain.